La nuit, tout devient plus simple. Il ne reste que la lumière, et ce qu'on choisit d'en faire. Créer seul, dans le silence, c'est accepter de ne plus avoir de règles. Les caméras ne sont plus là pour impressionner, mais elles sont là pour suivre une intention. Et dans cette obscurité, certains boîtiers disparaissent, pendant que d'autres commencent à exister. Le Nikon ZR. Pourquoi le Nikon ZR est-il devenu obsessionnel pour certains créateurs? On en parle partout sur internet et honnêtement, toutes les vidéos disent à peu près la même chose. Moi, je ne l'ai pas entre les mains et c'est justement pour ça que je vais te dire à qui il est vraiment utile et pourquoi certains ne jurent que par lui. Spoiler, c'est pas le cas de tout le monde. Avant qu'on commence, je veux être clair. Ce n'est pas un test terrain. Cette vidéo, c'est une analyse basée sur les specs du boîtier, les retours d'autres créateurs et mon expérience en tant que vidéaste. Si tu veux savoir qui devrait vraiment envisager le ZR, tu es au bon endroit. Pour comprendre le Nikon ZR, il faut remonter à plus de 20 ans en arrière. À l'époque, Nikon n'était pas pionnier de la vidéo. Les réflexes comme le D90 ou le D7000 pouvaient filmer en HD. L'autofocus n'était pas toujours parfait, le RAW vidéo inexistant et l'audio rudimentaire. Mais il y avait un énorme point positif, la qualité de l'image et la robustesse du boîtier. Ces réflexes ont ouvert une vraie porte aux créateurs qui voulaient filmer sans avoir une caméra de cinéma. Même avec des limitations, on pouvait produire de belles images HD et ça a permis à beaucoup de vidéastes de se lancer. Ces boîtiers étaient surtout pensés pour la photo et la vidéo était un bonus. Les créateurs devaient bricoler pour un workflow sérieux, mais malgré tout, ils ont montré qu'on pouvait filmer sans investir dans du matériel cinéma et obtenir un rendu propre et naturel. Quelques années plus tard, Nikon a lancé sa gamme hybride plein format, Z6 et Z7. La qualité d'image est devenue exceptionnelle. Capteur plein format, stabilisation intégrée, autofocus amélioré, enfin, de vrais outils pour filmer. Certes, le RAW et l'Open Gate étaient encore absents, et l'audio limité, mais ces boîtiers ont confirmé que Nikon pouvait proposer de la vidéo sérieuse tout en restant accessible aux créateurs solo. Ensuite est arrivé le Z5, pensé pour le créateur classique, YouTube, mariage, corporate. Nikon a simplifié le workflow, rendu la vidéo plus accessible et offert une interface intuitive. Même si certains points manquaient pour les projets cinéma, ce boîtier a montré que la marque savait écouter ses utilisateurs et rendre la vidéo simple et efficace. Et enfin, le ZR. Avec lui, Nikon combine 3 philosophies. Un créateur solo qui veut tourner vite et simplement, un workflow flexible pour recadrer, stabiliser ou étalonner, et une approche cinéma avec RAW en interne. En résumé, le ZR, c'est le fruit de 20 ans d'évolution. Chaque génération a apporté sa pierre à l'édifice, fiabilité, qualité d'image, simplicité et surtout la possibilité pour tous de filmer sans avoir une caméra de cinéma. Avant d'arriver au boîtier qui peut presque tout faire, parlons un petit peu de caractéristiques. Parlons un peu caractéristiques, en tout cas celles qui sont révolutionnaires et qui sont trouvables sur des caméras à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Commençons par le son. Le ZR enregistre en 32 bits flottants. Imagine que tu filmes un mariage ou un concert, même si quelqu'un crie ou chuchote, tu ne perds jamais de détails, rien ne sature. Avant, sur les anciens boîtiers, tu devais régler le gain à la perfection sous peine de perdre ton son, ou passer des heures en post-production. C'est utile pour les créateurs solo, vidéastes de mariage, documentaristes, mais très secondaire pour tous ceux qui sont sur des tournages professionnels avec des ingénieurs son. Autre point, le R3D, aussi appelé le Red Code RAW, et le format d'enregistrement des caméras RED. C'est un format RAW compressé, ce qui veut dire qu'il conserve un maximum d'informations issues du capteur, tout en restant exploitable en post-production. L'un des grands avantages du R3D, c'est la flexibilité. On peut ajuster l'exposition, la balance des blancs, l'ISO ou encore la colorimétrie après tournage, sans dégrader l'image. Ça offre une énorme liberté créative au montage et à l'étalonnage. Autre point important, la compression est intelligente. On obtient des fichiers plus légers qu'un RAW non compressé, tout en conservant une grande latitude et une large dynamique. Enfin, le R3D s'intègre très bien dans les workflows professionnels, notamment sur DaVinci Resolve ou Premiere Pro. Et il est largement utilisé au cinéma, en publicité et dans des productions haut de gamme. En résumé, le R3D est un format puissant, flexible et qualitatif, pensé pour offrir un maximum de contrôle et de liberté en post-production. En résumé, les caractéristiques du 32 bits pour jamais louper son son et du R3D pour avoir un contrôle total dans les couleurs.
Et je vous parle même pas de sa stabilisation et de son double isonatif, parce que ça, d'autres boîtiers le font. En gros, si tu filmes solo pour plusieurs plateformes, ces specs deviennent vraiment un super pouvoir. Beaucoup de créateurs comparent le ZR et la FX3. Et c'est logique, car la FX3 est la caméra solo par excellence, et ces deux caméras sont plein format, avec une latitude énorme et un rendu cinéma. La FX3 est clé en main, compacte, stabilisée et prête à tourner vite pour un créateur solo. Menu intuitif, workflow fluide, tout est pensé pour filmer facilement. Le ZR, lui, est plus à la carte. Tu peux tout régler, le R3D interne, le 32 bits, et mixer format et cadrage après coup. En résumé, la FX3 te donne simplicité et efficacité et le ZR flexibilité et latitude maximale. Tout dépend de ton style et de ton workflow. Il peut aussi se comparer au Sony A7 IV qui vient de sortir. La A7 V est rapide, simple et idéal pour YouTube, mais moins flexible en post. Il y a aussi le Panasonic S5 II avec de l'open gate, mais pas de rond interne, donc moins de latitude. Le ZR se place au milieu, combinant flexibilité et possibilité cinéma, tout en gardant un prix très bas. Avant d'acheter le Nikon ZR, il y a 2-3 choses importantes à bien avoir en tête. Déjà, on parle souvent du fait qu'il y a peu de boutons, même si je trouve que c'est pas vraiment réel. Parce que Nikon a pris le parti de pouvoir faire un écran tactile qui justement te permet de naviguer plus facilement. Du coup, ils ont mis moins de boutons. Mais en même temps, si tu regardes le boîtier dans son ensemble, le boîtier fait 630 grammes. Et il est clairement orienté vidéo. C'est vraiment hyper léger. Plus de boutons, ça veut dire exactement plus de poids, plus de volume. Et là, ce serait plus du tout le même produit. Nikon a clairement choisi la mobilité et le confort à la main. Ensuite, il y a l'écran. Et là, on ne peut pas l'ignorer. C'est un écran de 4 pouces, il est énorme. Pour cadrer, faire la mise au point, vérifier l'exposition, franchement, c'est top. C'est génial. Si tu filmes seul sans moniteur externe, c'est un vrai gros point fort. Et justement, c'est là que je veux parler du micro HDMI, qui est souvent très critiqué. Oui, c'est moins robuste qu'un full size ou même un SDI, on va pas se mentir, mais en réalité, avec un écran de 4 pouces, tu as beaucoup moins de branchements à faire, moins de câbles, moins de tension, et personnellement, je ne comprends pas pourquoi on reproche autant alors qu'il y a un écran énorme directement sur le boîtier. Et la comparaison avec une Sony FX3 est intéressante, parce que la Sony FX3 a un HDMI full size, oui, mais un écran interne plus petit. Elle est pensée pour être utilisée avec un moniteur externe quasiment tout le temps, et le Nikon ZR, lui, il a fait le choix inverse. Un écran énorme, mais un HDMI plus compact. Ce ne sont pas des défauts, mais ce sont des philosophies différentes. Autre point important, le poids des fichiers. On entend souvent parler des fichiers qui sont énormes liés au ZR, mais il faut rappeler une chose essentielle, on parle de RAW. Et le RAW, ça fait des fichiers lourds. On le sait depuis des décennies, donc c'est pas vraiment une surprise. Et je vois pas pourquoi c'est un problème propre au ZR. Et surtout, le RAW ne convient pas à toutes les prestations. C'est pas fait pour une vidéo aux réseaux sociaux, clairement ça n'a aucun intérêt, c'est surdimensionné et ça complique le workflow, et le gain est invisible à la fin. En revanche, pour de la pub, du film ou des projets plus exigeants, là oui, du RAW a tout son sens. Et le point important, c'est que le Nikon ZR ne t'oblige pas à filmer en RAW, il te le permet. Si tu veux quelque chose de plus léger, tu peux très bien tourner en H265 sans problème. Donc au final, le Nikon ZR, c'est un boîtier qui te demande juste une chose, savoir pourquoi tu l'achètes. Il ne fait pas tout pour tout le monde, mais si ton usage est clair, il devient très cohérent. Je comprends pas très bien pourquoi des utilisateurs crachent un peu sur le ZR sur ces points-là, parce qu'en fait, je pense que c'est des usages qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Notamment, c'est pour ça que je le compare aussi à la FX3 et que je parle pas de son capteur, je parle surtout en fait de sa praticité et de son utilité, parce que c'est plus une caméra run and gun et le Nikon ZR peut le faire aussi. C'est pour ça que sur certains aspects, je trouve que le Nikon ZR est plus complet qu'une FX3 parce qu'il permet beaucoup plus de choses sur un boîtier beaucoup plus pratique en fait. Il est vachement plus pratique. Et je pense qu'il faut aussi parler d'autre chose, c'est aussi son prix. Parce qu'il est quand même affiché à un tarif vachement intéressant, une FX3 qui coûte deux fois plus cher. Et même sans parler de ça, je parle d'une FX3, mais une FX3 ça n'a pas de RAW en interne, ça fait même pas de 6K. Je dis pas que c'est forcément utile parce que par exemple une FX3 ça peut faire du ProRes
en externe, c'est déjà des fichiers qui sont exceptionnels, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec le Nikon ZR, là, vous avez vraiment un boîtier qui est vraiment pas cher et vous avez des codecs de caméras professionnelles, bah, cinéma clairement et vous avez une latitude énorme en poste et c'est génial, c'est génial. Enfin, c'est compliqué de vous dire de ne pas l'acheter ce boîtier parce que je suis pas totalement impartial dessus parce que moi, actuellement, je suis chez Sony, j'ai pas mal de matériel, Sony. Là, si demain en plus, c'est ça le truc, c'est que par exemple, imaginons, vous avez déjà un boîtier Sony qui fait de la photo et que justement vous cherchez un boîtier vidéo, je suis même pas obligé de vous conseiller par exemple un boîtier Sony, je peux même vous conseiller le Nikon ZR parce que avec la Megadap, bah, vous pouvez utiliser vos optiques Sony directement sur un ZR. Et là, vous aurez des Color Science de chez Red. Après, il y a le N-Log qui est très bien, celui-là de chez Nikon. Forcément, on va parler du R3D parce que c'est celui-là de Red et voilà, il est légendaire, tout le monde en parle. C'est comme si je vous parlais du Hariro ou du Log C3 ou Log C4. C'est pareil. En fait, je pense que ce boîtier fait mal à l'ego de certains utilisateurs qui se disent purée, j'ai acheté une caméra à 4000, 5000 balles et elle fait peut-être pas la moitié, mais il y a certaines fonctionnalités que j'aurais aimé avoir et que j'ai pas. Et là, pour un boîtier à 2400 €, si je dis pas de bêtises, vous avez des fonctionnalités de fou furieux. Et moi, en fait, ce qui je trouve hyper intéressant, j'ai l'habitude de travailler avec des setups qui sont super lourds. Bah, notamment, j'avais une Red Scarlett X et une Red Dragon, et bah, les setups dépassaient les 7-8 kilos pour juste utiliser en fait au final du R3D. Et là, vous l'avez sur un boîtier de 630 grammes. Donc oui, vous devez ajouter une optique, un moniteur externe, et ça sera un peu plus lourd. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez jamais atteindre 6 kilos. Enfin, sinon, si vous êtes sur 6 kilos, là oui, passez par exemple sur une Komodo ou une Raptor, ça aurait plus d'intérêt. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous avez carrément la capacité, en plus d'utiliser ce boîtier et de shooter avec des fonctionnalités de fou sur un poids ultra léger. Surtout qu'en plus, j'ai vu des comparaisons avec une Red Monstro, et où il fallait justement deviner quelle caméra était utilisée entre une ZR et la Red Monstro. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, plus d'une fois, je me suis fait avoir. Honnêtement, même moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans des caméras à des dizaines de milliers d'euros pour au final juste se casser le dos, quoi. Parce que moi, pour les tournages, c'est ce qui m'intéresse le plus. En tout cas, je parle pour des tournages qui sont, comment dire, pour du reportage, du documentaire ou même pour du film, du court métrage ou du long métrage. J'en ai marre en fait de me balader avec du setup qui est trop lourd. Là, mon rêve, ce serait justement de... Moi, je vous le dis, mon rêve, là, ce serait d'avoir un boîtier qui pèse moins de 1 kg. Je mets mon optique dessus, allez, un moniteur externe au cas où quand même, parce que je suis assez chiant sur mon cadre. Et voilà, vous avez un setup à, je sais pas, moins de 2 kilos, et vous êtes solide sur vos appuis. Vous pouvez utiliser du RAW, vous pouvez tout faire. Surtout qu'en plus, ce qui est ultra intéressant, c'est que là, je parle de filmer avec ce boîtier, mais il faut parler aussi que ce boîtier, il peut prendre des photos, et pas des photos comme... ça me saoule, parce que je vais encore parler de l'AFX3 ou même par exemple d'un A7S3. C'est pas pareil. Là, on parle vraiment d'un capteur qui peut vraiment faire de la photo, même si techniquement l'A7S3, je dis pas parce que j'adore l'A7S3, il prend des très belles photos aussi avec la Color Science Sony. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est compliqué. Là, je pense qu'on a vraiment l'hybride parfait. Et c'est ouf de se dire qu'il coûte ce prix-là. Et je suis sûr que même si par exemple Nikon l'avait vendu à 3500, 4000 euros, ne le faites pas, ne le faites pas par pitié. Mais s'ils l'auraient vendu à ce prix-là, je suis persuadé qu'ils en auraient vendu quand même. Et je pense que ça aurait quand même fait du bruit. Et c'est sûr. C'est sûr, je dis pas qu'il est parfait le boîtier, parce que chaque boîtier est pensé par les marques, il est pensé pour une certaine raison. Son prix allège tous les défauts en fait. C'est-à-dire que là, c'est compliqué de lui reprocher quelque chose par rapport à son prix. Même le type de carte qu'il utilise. Le type de carte qu'il utilise, c'est... Beaucoup de marques l'utilisent aussi. Donc en fait, par exemple, si vous venez de chez Fuji, de chez Canon, même de caméras plus haut de gamme, carrément cinéma,
Bah, vous pouvez utiliser vos cartes directement sur le boîtier. Oui, il a un slot. Mais alors, il a un slot, c'est pas grave. Moi, je tournais bien à la raid, il y a certaines raids qui ont, un slot aussi et c'est pas un problème. Par exemple, il y a certaines Ari, c'est pareil, c'est un slot aussi et je vois pas en quoi c'est un problème. Enfin, en fait, c'est ça qui m'agace, c'est essayer de trouver des problèmes à un boîtier au final, alors que vous faites pas le reproche sur vos propres boîtiers. C'est un peu, cracher dans la soupe vous crachez dans la soupe que vous mangez vous-même, en fait. Donc en fait, c'est compliqué de vous dire de pas prendre ce boîtier parce que ce boîtier, il est quand même top. Mais après, je précise quand même, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous allez avoir. Il faut être conscient des points que j'ai abordés, c'est-à-dire posez-vous vraiment la question, est-ce que du coup, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Ce qui est pratique avec ce boîtier, c'est que justement, il peut vous permettre par exemple, si je veux pas tourner en RAW, OK d'accord, bah, je tourne en H2 6.5, c'est plus simple et voilà. Mais dans ce cas-là, si vous avez vraiment pas besoin de RAW, pourquoi partir sur le ZR? Il faut se poser la question, parce que du coup, je pense que c'est un de ses points forts aussi. Après le 32 bits, ça par contre, je parle pour l'audio, le 32 bits honnêtement, ça c'est un point fort. Quoi qu'il arrive, il y a pas mal de boîtiers, ça c'est un point fort, parce que je pense qu'il y a pas mal d'opérateurs qui oublient leur son carrément sur certains tournages et je pense que c'est vraiment pratique de pouvoir vraiment le moduler comme on veut et de pouvoir le rattraper à sa sauce. De pas se poser de questions, de prendre son boîtier et de pas se dire: «Ah merde, le son, tac tac tac», non, non, justement, tu prends ton boîtier, tu shootes, tu te poses pas de questions et tu vois après en post ce que tu peux faire et ça, c'est top. Moi, je vous le dis honnêtement, ça reste des très, très bonnes specs qui sont solides et surtout, faut pas oublier par rapport à son prix. Je le dis honnêtement, mais niveau concurrence, là, il y a rien, actuellement sur le marché qui pourrait, concurrencer le boîtier. Par contre, moi, ça me donne de l'espoir, c'est que je me dis que du coup, Nikon sont capables de faire des boîtiers comme ça. J'ai vu aussi qu'ils ont baissé le prix de la Raptor, ils ont sorti une nouvelle Raptor, c'est la Raptor XE. Franchement, je vais pas mentir, je payais pas, j'attendais pas grand-chose de Nikon, ces années, dernières et même pour être honnête avec vous, c'était pas du tout prévu que je fasse une vidéo sur eux, et cetera et c'était même pas je pensais pas du tout pouvoir, parler comme ça d'un boîtier. Pour moi, en fait, franchement, Nikon était très orienté, vidéo, enfin photo, pardon, ils étaient très orientés photo et en aucun cas, je me suis dit que ça allait devenir une option. Même après le rachat de Red, je me suis pas dit qu'ils allaient, en fait, pour moi, le rachat de Red, ils allaient juste pouvoir permettre de racheter l'Euro en interne. Nikon qui continue, en fait, leur boîtier et qui continue Red et voilà. Sauf qu'au final, non, c'est pas le cas et c'est très bien et c'est très bien parce que même moi, du coup, je me suis dit: «Mais quelle erreur, en fait, d'avoir critiqué une marque qui, en fait, justement, là, met un coup énorme à toutes les autres marques» et je pense que, justement, ils sont en train de se ronger les doigts parce que si on regarde là en fin d'année 2025, là on est en 2026, mais fin d'année 2025, on a eu énormément de boîtiers, mais vraiment hein, de toutes les marques. On a eu énormément de boîtiers, à part Sony qui fait un peu le mort. On verra bien en 2026 ce qu'ils vont sortir. Mais je pense que là, vraiment, il y a beaucoup de boîtiers qui sont sortis et je trouve que par rapport aux tarifs qu'ils ont donnés, là, le Nikon, je le dis honnêtement, il les balaye d'un revers de la main qui est enfin, c'est fantastique. C'est fantastique parce que du coup, là, pour être consommateur de boîtiers, moi qui change de boîtier assez souvent, en un an, j'ai dû faire au moins trois, quatre marques différentes, mais au final, je suis revenu à la marque d'origine chez laquelle j'ai toujours été. Je me dis qu'en fait, c'est exceptionnel parce que là, au moins, il y a une marque qui ne se fout pas de toi. En fait, t'achètes le boîtier et vraiment, t'achètes un objectif, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. C'est génial. Enfin, moi, je m'imagine, si je commençais la vidéo maintenant, moi, il y a quelques années, c'était impossible de faire du RAW en interne. Là, maintenant, tu peux le faire avec un écran qui est gros comme ça. C'est un téléphone, le truc. Enfin, c'est compliqué de lui trouver des points vraiment, qui sont négatifs. Mais enfin bon, passons. Le Nikon ZR n'est pas pour tout le monde, mais pour certains créateurs, il représente une vraie évolution dans la vidéo Nikon et dans le monde des caméras. Chaque génération a apporté ses forces et ses limites, mais toutes ont permis aux créateurs de filmer plus librement et raconter leurs histoires. Le ZR, avec ses specs avancés et sa flexibilité, ouvre de nouvelles portes. Pour toi, créateur, le futur est excitant.
Même sans caméra cinéma, tu peux créer des images incroyables, expérimenter, tester des idées et repousser tes limites. Et au-delà du ZR, le futur des caméras est là pour rendre la création plus accessible, plus flexible et plus expressive. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre à qui sert vraiment le ZR, abonne-toi pour plus de décryptage, de comparaison de boîtiers. Et en commentaire, dis-moi si tu vises plutôt un workflow solo ou un workflow multiplateforme, voire cinéma. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.